Bonjour à tous et bienvenue sur Arcanum Fabulas. Avant de vous laisser en compagnie d'Amaldricus pour de nouvelles aventures dans ce 7e épisode du tome 2, une petite annonce. Pour fêter son 1000e auditeur, Arcanum Fabulas a le plaisir de vous offrir la version Kindle d'Amaldricus 1, disponible gratuitement jusqu'au 27 septembre prochain sur Amazon. En parallèle, pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure, Amaldricus 2 est en forte promotion au même format. Alors n'hésitez pas. Très bonne écoute et à très bientôt. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amaldricus 2, le chemin des enfers. Épisode 7. Quand Emma rentra chez elle, la nuit était déjà tombée et il neigeait légèrement. Elle sentait le froid envahir chacune des parties de son corps, et elle était triste à l'idée que personne susceptible de la réchauffer ne l'attendait. Sans prendre la peine d'allumer la lumière, elle gagna rapidement la salle de bain et se mit nue. Elle défit le chignon qui attachait ses cheveux et elle laissa ces derniers tomber sur ses épaules. Elle se fit couler un bain chaud et s'y glissa avec délectation. Elle ne tarda pas à s'endormir. Quand elle ouvrit les yeux, la pièce était plongée dans l'obscurité. Elle eut un étrange pressentiment. L'eau avait tiédi et Emma avait de nouveau froid, mais elle n'était davantage préoccupée par l'absence de lumière. Elle sortit précipitamment du bain, enfila son peignoir et chercha l'interrupteur. Elle eut beau insister, cela n'eut aucun effet. Dans le couloir, il n'y avait pas non plus d'électricité. Elle descendit à la cuisine pour examiner le panneau de fusible. Talot avait passé sa journée à se demander comment il allait aborder la femme de Jacques Rosen. Pourtant, au moment de partir la voir, il s'était trouvé une dizaine de choses à faire pour retarder son départ. Finalement, ce n'est qu'en début de soirée qu'il arriva en vue de la ferme d'Emma. Et là, ce fut un soulagement, presque inconscient. Il n'y avait aucune lumière dans les pièces de la maison. La jeune femme n'était sans doute pas là. Il décida toutefois d'aller voir, mais il était persuadé que c'était en vain. Emma prit la lampe de poche dans un des tiroirs de la cuisine, puis s'approcha du panneau de fusible qui se trouvait à l'opposé de la pièce. Elle remarqua de suite que le disjoncteur avait fonctionné. Elle en fut soulagée. Peut-être n'était-ce qu'une petite surcharge qui avait coupé le réseau. Elle réenclencha l'appareil. Il y eut un claquement sec, mais le four micro-ondes sur lequel on pouvait normalement lire l'heure ne donna pas signe de vie. L'électricité était toujours coupée. Elle arrêta de nouveau le disjoncteur et avec un gros soupir entreprit de vérifier un par un les fusibles. Les 3 premiers étaient intacts, mais elle n'eut pas le temps de regarder le 4e. Un bruit attira son attention. Elle fit volte-face et la lampe de poche balaya le mur opposé de la pièce. Le visage d'Emma se crispa d'un seul coup. Elle poussa un cri d'horreur. Quelqu'un se tenait debout là, juste au bout du faisceau lumineux. Elle n'eut que le temps de deviner son visage et ses yeux brillants et agressifs. La main de la jeune femme tremblait et la lampe éclairait plus souvent les vêtements de l'homme. Il était étrangement vêtu, une sorte de côte de maille, une tunique blanche et sale. Il avait sous le bras un aume. Emma ne remarqua pas de suite le loup assis à ses côtés. Il eut un moment de flottement. L'étrange visiteur coiffa son aume sans empressement. Emma était terrifiée. Elle n'osait pas bouger. Elle se souvint d'un seul coup de tout ce qui s'était passé 2 ans auparavant, des quelques détails que son mari lui avait racontés, des articles de journaux. L'homme sortit une longue épée de son fourreau, la leva et se précipita sur Emma qui eut juste le temps de crier une seconde fois. Le lieutenant appuya sur la sonnette qui demeura muette. Il recula de quelques pas, leva les yeux vers les fenêtres du premier étage. Rien n'avait bougé. Il frappa encore une fois, seul le silence se manifesta.
Il regarda sa montre. Un coup d'épée dans l'eau, pensa-t-il à haute voix. Il regagna sa voiture. Talbot allait faire demi-tour lorsqu'il eut un hurlement. Il eut un doute sur ce qu'il avait entendu, car l'autoradio avait en partie dissimulé les cris. Mais la seconde fois, il n'eut plus la moindre hésitation et quitta son véhicule pour se précipiter vers la vieille ferme. Il frappa violemment à la porte, mais celle-ci resta close. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé. Il recula de quelques pas, prit son élan et, dressant sa jambe en avant, envoya un formidable coup de pied qui eut pour effet de lui faire pousser un juron provoqué par la douleur. La porte resta en place. Il perçut alors un cliquetis dans la serrure. Quelqu'un visiblement affolé tentait d'ouvrir. Emma apparut bientôt, juste vêtue de son peignoir. Elle se précipita à l'extérieur, ne sembla pas, dans un premier temps, voir Claude Tallois qu'elle bouscula sans ménagement. Puis, se ressaisissant et le fixant dans les yeux, elle le supplia de l'aider. Interloqué, le lieutenant regarda en direction de la porte pour tenter de comprendre, et c'est là qu'il aperçut un homme grand, vêtu d'une cotte de maille et la tête couverte d'un aume, qui brandissait une épée dans un geste agressif. L'étrange personnage s'approchait d'eux dans une attitude qui ne semblait pas le moins du monde amical. Légèrement en retrait derrière lui, marchait un loup majestueux et puissant, prêt à intervenir en cas de problème. Talbot eut juste le réflexe de dégainer son arme de service et de la pointer en direction de l'agresseur. Ce dernier ne sembla pas s'en émouvoir. Il continuait à avancer lentement et le policier lança les mises en garde de rigueur qui n'eurent aucun effet. Son doigt appuya lentement sur la cachette, mais le coup de feu libérateur ne se produisit pas. À ses pieds, Emma Rosen était affolée, voyant son dernier espoir rester impuissant face à son agresseur. La scène ne dura pas plus d'une dizaine de secondes. Le lieutenant saisit la jeune femme par l'épaule, la tirant vers le haut pour la forcer à se mettre debout et l'entraînant en courant vers sa voiture. Il hurla « Montez là-dedans, vite !» Dans une dernière tentative, il fit volte-face et pointa une seconde fois son arme en direction de son singulier adversaire. Mais le revolver restait encore une fois muet. Il le jeta négligemment par la portière conductrice ouverte sur le siège arrière de la voiture. Et ce fut à ce moment que la détonation se fit entendre et que la balle alla se loger dans le dossier de la banquette arrière. Emma poussa un cri de surprise. Talbot ne prit pas le temps d'analyser la situation. Il s'engouffra dans le véhicule et démarra précipitamment. L'espace de quelques secondes, Emma put apercevoir son agresseur éclairé par les feux arrière de la Mégane, s'immobiliser et regarder résigné la voiture disparaître dans l'obscurité. C'est seulement lorsque le véhicule de Tallois s'immobilisa devant le commissariat de Pontarlier qu'Emma prit conscience de sa presque nudité. Jusque-là, terrorisée par ce qu'elle venait de vivre, elle avait été trop occupée à raconter au lieutenant de police ce qui s'était passé pour se soucier d'autre chose. Son réveil dans le bain, l'obscurité et la recherche du panneau des fusibles n'avaient pas pris une place centrale dans son récit. En revanche, la description des deux silhouettes apparues dans le faisceau de la lampe de poche avait été égrenée avec profusion de détails, entrecoupés de sanglots, comme s'il s'était agi d'un besoin thérapeutique. Il en avait été de même pour la description de la réaction qu'elle avait eue et qui lui avait permis d'échapper une première fois à son agresseur. L'épée s'était abattue sur le panneau électrique, laissant jaillir une gerbe d'étincelles. L'agresseur avait été projeté en arrière, mais n'était pas resté longtemps estourbi. Juste assez, cependant, pour qu'Emma puisse s'enfuir. Le loup avait bondi pour la stopper, mais sans qu'elle ne sût elle-même comment elle était parvenue à l'esquiver. « Attendez-moi là, dit calmement Tallois, en devinant, dans le geste tremblant de la jeune femme, resserrant son peignoir sur sa poitrine, le malaise qu'elle éprouvait à être vue dans cette tenue. « Je ne serai pas long, et ici, vous êtes en sécurité. »« Mais s'il nous a suivis, coupa-t-elle inquiète. »« N'ayez crainte, il ne tentera rien ici, et dans 2 minutes, je serai de retour. » Le policier ramassa son revolver et le posa sur les genoux d'Emma. « Si jamais je me trompe, dit-il en regardant contrarié le siège arrière de sa voiture, vous savez vous en servir apparemment, il remarche. » Le commissaire Blondeau se rendit à la ferme de son prédécesseur le lendemain en début de matinée. Cette dernière était située entre Pontarlier et Morteau, un peu à l'écart de la route principale. Aussi dut-il emprunter un chemin étroit. La neige était tombée toute la nuit et la petite route d'accès était mal dégagée. Peu habitué à conduire dans de telles conditions, le nouveau commissaire eut un mauvais réflexe qui fit partir la voiture en dérapage. L'avant quitta la route et alla se loger dans un tas de poudreuse qui l'abordait, le tout dans un vacarme métallique oppressant. Il essaya pendant 10 minutes de sortir son véhicule, mais en vain.
Résigné, il alluma les feux de détresse et continua à pied. La bâtisse se trouvait à plus de 150 mètres, et il n'était pas agréable de marcher dans la neige à moitié fondue qui recouvrait la route. Tous les 10 pas, le policier poussait un juron révélateur de son état d'esprit. Il arriva à proximité de la ferme dans un état d'énervement prononcé et prit à partie un des policiers qui, appuyé contre une voiture de patrouille, attendait le retour de ses collègues qui fouillaient les alentours. Le pauvre agent, reconnaissant son supérieur, n'eut pas le courage de répondre. Il encaissa les remarques déplacées. « Mais qu'est-ce que vous foutez là à ne rien faire? Vous ne pouvez pas aider les autres ?»« Mais monsieur le commissaire, mais rien du tout. Il faut me retrouver ce cinglé, et vite. »« Mais monsieur, reprit l'agent, trouvant soudain un courage inattendu, je suis là depuis cette nuit, et cela fait des heures que je fouille, et je me reposais un peu avant de regagner le commissariat. Je suis tellement fatigué, je ne suis pas sûr de pouvoir conduire jusqu'à Pontarlier. » Blondeau se trouva mal à l'aise. Il avait reçu la veille au soir un appel de Tallois qui lui avait rapporté ce qui s'était passé, mais il n'avait pas jugé opportun de se rendre personnellement sur les lieux de suite. Il avait chargé son lieutenant de mettre en place un dispositif adéquat pour tenter d'attraper l'agresseur, assurant qu'il se rendrait sur place dès la première heure le lendemain. Sa réaction face à ce policier qui venait de passer une partie de la nuit à fouiller le bois environnant était donc parfaitement idiote de sa part, lui qui n'avait même pas jugé utile de se déplacer. Son embarras fut lisible sur son visage, mais il baissa le regard et bafouilla quelques mots incompréhensibles que l'agent voulut naïvement interpréter comme une sorte d'excuse. Tallois sortit de la maison à point nommé pour mettre fin à cette situation embarrassante. Il vint saluer le commissaire d'une poignée de main qui demeura froide. Bien que les deux hommes aient signé un armistice, il ne régnait pas entre eux de franche camaraderie. L'agent s'excusa et prit congé, laissant les deux autres en tête-à-tête. « Alors » demanda Blondeau un peu mal à l'aise. « Où en sommes-nous ?»« Rien de nouveau. Nos hommes fouillent les bois sans cesse depuis 11 heures hier soir, sans résultat. » « Mais pourquoi tant d'acharnement ?» sembla s'étonner le commissaire. « Il est évident que l'agresseur doit être loin. » « En fait, il y a plusieurs raisons. D'une part, assurer la sécurité de Madame Rosen, et d'autre part, trouver des indices. Je ne veux pas faire un lieu commun, mais vous savez que le mieux, c'est l'ennemi du bien. » Tallois hésita avant de répondre, puis lâcha dans un soupir. « Ici, cette affaire va prendre une connotation particulière. Il va falloir la gérer intelligemment, et elle n'est sans doute pas étrangère à l'assassinat de... » Il s'interrompit, mais l'autre comprit. « Vous persistez, » répondit Blondeau d'un ton presque amusé, qui soulignait au passage qu'il n'était plus du tout mal à l'aise. « Pourtant, tout tend à prouver que l'ancien commissaire a été victime plus d'un accident que d'un meurtre prémédité organisé par un machiavélique dresseur de loups. Hier, j'ai vu l'agresseur, il était accompagné d'un loup. Qu'avez-vous pu voir dans l'obscurité? Je ne remets pas en cause votre bonne foi, mais soyez honnête, cela peut très bien être un chien que vous avez vu, et votre imagination a fait le reste. Monsieur le commissaire, vous n'étiez pas là il y a 2 ans. Vous n'êtes pas imprégné comme tous les habitants du coin par l'horreur que nous avons connue, et par les légendes que cela a fait naître. Je vous arrête de suite. Vous venez de parler de légendes. De légendes, Tallois, pas de vérité. Le commissaire se tut subitement. Son regard se fixa sur la maison à laquelle le lieutenant tournait le dos. Voyant la surprenante attitude de son interlocuteur, Tallois tourna la tête et découvrit, sur le pas de la porte, Emma qui venait de sortir de la fête. Visiblement, Blondeau n'était pas insensible à son charme. Le lieutenant invita la jeune femme à s'approcher, puis se retournant vers le commissaire, lança d'un ton neutre. « C'est la victime. » Paul regardait le vieux loup, impassible, assis sur son train arrière, attendant une quelconque réaction de ce dernier. « Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous tourmenter, et j'ai des doutes et je veux que vous m'éclairiez. » Finit par penser l'animal. Il marqua une pause et baissa la tête comme s'il cherchait les mots qu'il allait employer. « Amaldricus, reprit-il, avait besoin de votre mort. Il m'a demandé d'intervenir. Je n'avais pas à lui refuser, ni même à lui demander ses raisons, bien que je les connaisse. Il a été coupé des vôtres si longtemps qu'il n'a pas pu être touché par cette malédiction qui a frappé l'esprit de tous nos frères au fil du temps. » Le loup pensait pour lui-même, oubliant presque la présence de Paul et le fait que ce dernier entendait ses pensées. Pourtant, l'auteur prétend que si, je dois savoir. L'animal plongea son regard dans celui de Paul. Et vous seul pouvez m'aider. Paul, sans oublier sa peur et ses inquiétudes, regarda le loup dubitativement. Il ne comprenait pas le moindre mot de ce que lui expliquait l'animal. J'ai ce que vous, les humains, appelez la politesse de vous interroger, alors qu'il me serait aisé de fouiller votre mémoire.
Paul eut soudain une sorte de révélation. La réponse lui apparut évidente sans qu'il n'ait le moins du monde besoin de la chercher. Le monde dans lequel j'évolue depuis que j'ai repris cette étrange conscience ne ressemble pourtant à rien. Et si tout cela ne se passait que dans mon esprit, je n'en serais pas surpris. Si c'est le cas, vous êtes bien en ce moment en train de fouiller mes pensées, du moins si vous n'en êtes pas simplement le fruit. Pour la première fois depuis le début de cet étrange entretien, Rouac fut bluffé. La remarque de l'Odesse n'était pas tout à fait juste, mais elle frôlait la réalité, et le vieux loup en fut troublé. Il fut assez habile pour ne rien laisser paraître. « Seriez-vous prêt à prendre le risque ?» demanda l'animal. « Prendre le risque? Que voulez-vous dire ?»« Si cela n'est que le fait de votre esprit, il doit vous être facile de le changer, de me faire disparaître. »« Comment ?»« C'est votre esprit. » L'Odesse prit le temps de réfléchir. Il se souvint de ces rêves étranges qu'il avait faits lors de son combat contre Amaldricus. De la faculté de ce dernier à manipuler même ce qui n'était que le fruit de l'imagination des autres. Ce monde étrange dans les limbes de la conscience n'était pas le territoire de Paul. Vouloir y combattre, c'était perdre d'avance, et si Rouac lui lançait ce défi, c'est sans aucun doute qu'il attendait cette réaction pour le piéger. « Non, poursuivit Paul, cela serait trop simple. Je ne tenterai rien tant que je ne saurai pas précisément ce que vous attendez de moi. » Emma était vêtue d'un large manteau rouge entrouvert sous lequel l'on devinait un épais pull en angora blanc. Ses longs cheveux, légèrement ondulés, totalement libres, couvraient une partie de son visage, ne laissant vraiment percer que la douceur de ses traits et le vert profond de ses yeux. Blondeau avait radicalement changé d'attitude depuis qu'elle s'était jointe au groupe. Il était devenu plus compatissant et allait même jusqu'à s'inquiéter de la présence d'un loup dans les parages. Le charme de la jeune femme était infaillible. Talot balançait entre amusement et réel agacement face à ce comportement hypocrite. Au bout d'une dizaine de minutes, le commissaire s'inquiéta d'un ton mielleux de ce qu'allait faire Emma. « Peut-être ne souhaitez-vous pas rester ici pour l'instant, après ce qui vient de se passer. Avez-vous des projets ?»« J'ai une collègue qui s'est proposée pour m'accueillir, » répondit-elle avec un sublime sourire. « Parfait, vous avez un véhicule ?»« Oui, quand on habite à la campagne comme ici, c'est indispensable. » En écoutant ce navrant échange, Talot ne put s'empêcher de penser que son supérieur était réellement quelqu'un de médiocre, et, au même instant, il réalisa que ce dernier semblait justement ne pas être venu en voiture, et s'en inquiéta, mettant ainsi fin sans le moindre scrupule à cette discussion peu pertinente. Avec un ton agacé, Blondeau expliqua sa mésaventure, puis s'empressa d'essayer de reprendre sa conversation avec Emma. Mais Talot ne lui laissa pas l'opportunité. « Vous devez bloquer une partie de la route avec votre voiture, renchérit-il. Je vais venir vous aider à la dégager. Même si elle n'est pas très fréquentée, il ne s'agit pas de paralyser inutilement. » À contre-cœur, Blondeau prit congé de la veuve de Rosen. Son épaule était douloureuse. Depuis combien de temps errait-il dans la forêt, l'esprit embrumé par la douleur? De temps à autre, il entendait des voix, visiblement des policiers chercher quelque chose. Intérieurement, il était parfaitement conscient du but de leur quête, mais il lui paraissait capital de ne pas tomber entre leurs mains. Il aperçut bientôt la voiture, à moitié enfoncée dans la neige. Ses feux de détresse clignotaient et il imagina qu'elle appelait au secours. Il réalisa surtout que c'était peut-être sa chance d'échapper aux policiers. Un enthousiasme indescriptible l'envahit lorsqu'il découvrit que le propriétaire avait laissé ses clés sur le contact. Mais quand il eut lancé le moteur, la voiture refusa obstinément de bouger. L'homme s'affola et avec la force du découragement se précipita pour dégager à main nue la neige qui bloquait les roues avant, et ce, malgré la douleur qui lui déchirait l'épaule. Au bout de 10 minutes, il parvint à faire reculer la voiture, mais il n'eut pas assez de place pour faire un demi-tour, et c'est en marche arrière qu'il parcourut les 2 kilomètres qui le séparaient de la route. Après avoir récupéré une pelle dans le coffre de sa voiture, Claude Tallois invita Blondeau à lui montrer où s'était produit l'incident. Les 2 policiers s'engagèrent de nouveau sur le chemin qu'ils parcoururent dans le plus grand silence jusqu'à ce que le commissaire lâche un juron exprimant sa surprise. La voiture n'était plus en place. « Vous êtes sûr que c'était ici ?» s'inquiéta Tallois. Cette remarque pour seul effet d'énerver davantage Blondeau, qui, pour toute réponse, lança un regard noir et évocateur à son subordonné.
Un peu mal à l'aise, le jeune lieutenant s'approcha davantage et remarqua qu'il y avait effectivement des traces de roues qui montraient qu'une voiture avait quitté la chaussée à cet endroit. Il observa également des traces de pas sortant de la forêt. Les deux hommes regagnèrent la ferme. Ils croisèrent en chemin la voiture d'Emma, mais ne jugèrent pas nécessaire de l'inquiéter avec cette disparition. Une fois sur place, Blondeau utilisa la radio d'une voiture de service encore là pour avertir le commissariat. Puis une idée sembla soudain lui traverser l'esprit, et se retournant vers Tallois. « Combien y a-t-il encore d'hommes qui fouillent la forêt pour le moment ?»« 3, répondit le lieutenant, devinant en un éclair à quoi pensait son interlocuteur. « Ah, vous pouvez les rappeler. Même si l'agresseur était encore dans les alentours il y a peu, cette fois, c'est sûr qu'il est parti. Vous pensez que c'est lui qui a volé la voiture ? Et qui d'autre ? Le lieu ne grouille pas de gens, me semble-t-il. Bien, comme vous voudrez. » L'homme préféra faire un détour et traverser le village de Doux plutôt que d'entrer directement dans la ville de Pontarlier. Son instinct lui commandait d'être prudent. Cette voiture avait été une opportunité incroyable, mais il ne fallait pas qu'il se croie pour autant terré d'affaires et qu'il en vienne à manquer de vigilance. Il entra donc dans la ville par la petite route de Villesaint et il la traversa le plus rapidement possible pour prendre ensuite la direction de la Suisse et du fort de Joux, où il arriva un quart d'heure plus tard. Il abandonna le véhicule sur le parking désert à cette heure et à cette époque de l'année et longea la muraille. Il avait du mal à avancer, ses pieds s'enfonçaient dans la neige et son épaule était extrêmement douloureuse. Il finit par atteindre le côté du fort qui donnait sur la Cluse, mais le panorama, aussi joli fût-il, n'était pas le but de sa présence ici. Il continua à loger la fortification, accorda à peine un regard à l'échauguette orné des emblèmes de Louis XIV qui le dominaient, et finit par atteindre l'extrémité du promontoire. Il était impossible de continuer sans un minimum de cascade. Il regarda la pente abrupte avec désespoir, mais s'il voulait vérifier son hypothèse, il devait passer outre sa douleur. Avec 1000 précautions, il commença une périlleuse escalade. Le chemin, d'abord très étroit, finit très rapidement par être complètement inexistant, et il se déplaçait de rocher en rocher. En levant la tête, il découvrit l'impressionnant donjon du fort de Joux qui semblait le toiser, et sans comprendre pourquoi ni comment, il perdit l'équilibre et chuta, entraînant avec lui la pierre à laquelle il se tenait. À suivre.